Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. BCF est très content de vous offrir ce webinaire portant sur la loi 25. Je me présente, je m'appelle Gabriel Melançon, je suis avocat dans l'équipe de BCF en protection des renseignements personnels et vie privée. Je suis aujourd'hui virtuellement accompagné de mes collègues Nicolas Saint-Sauveur et Élise Jolicoeur, qui sont respectivement associés et avocates dans notre équipe. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ce webinaire, se veut sous forme de Q&A, donc un échange informel entre Élise et Nicolas pour faire un survol général des différentes obligations de la loi 25. Au niveau des questions, vous devriez avoir à l'écran une barre pour entrer vos différentes questions. Au fur et à mesure de la présentation, moi, je vais pouvoir les poser si je vois que ça l'occure bien dans la discussion, ou sinon, je dirais qu'on les posera à la toute fin de la présentation. Sur ce, bon webinaire. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour, Nicolas. Salut. Premièrement, commençons par la base. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la loi 25, nous exposer quelles sont les lacunes que la loi vient combler, puis quels sont les objectifs un petit peu généraux là, qui découlent de cette loi-ci? Oui, certainement, Élise. La première chose, c'est que la loi 25, il faut comprendre que c'est une loi qui vient modifier beaucoup de lois au Québec, lois québécoises. Puis, ce qu'on va regarder ici aujourd'hui, c'est vraiment les modifications qui sont par rapport à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, la loi 25 vient apporter certaines modifications de cette loi-là. Essentiellement, dans le fond, la loi vient combler des lacunes. On veut donner un peu plus de pouvoir aux personnes concernées. Donc, on va leur accorder un peu plus de droits. La loi veut que les entreprises montrent plus de transparence donc dans la gestion des renseignements personnels. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est certainement parce qu'il y a des amendes importantes qui sont prévues par la loi. Sans ça, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde au webinaire aujourd'hui. La loi existait quand même déjà avant, puis on en parlait un peu moins que présentement. Donc, nécessairement, les amendes y sont pour beaucoup. Donc, comme tu viens de le dire, effectivement, là, on sait que la loi entre en vigueur selon 3 dates distinctes, dont une des dates qui est demain. Avant de continuer avec la suite, est-ce que tu peux nous exposer un peu c'est quoi un renseignement personnel? Oui, c'est important de bien comprendre effectivement ce qu'est un renseignement personnel parce que ce n'est pas toutes les informations que vous avez dans votre entreprise qui sont pertinentes pour les fins de cette loi-là. Donc, tout ce qui serait des renseignements financiers sur l'entreprise ne sont pas des renseignements personnels. Donc, pour avoir un renseignement personnel, il faut qu'on ait à la base un renseignement, donc quelque chose qui renseigne sur une personne physique. Donc, on peut identifier soit directement ou indirectement. Donc, c'est important de faire la distinction avec tout ce qui serait des renseignements d'une entreprise qui est la personne morale qui exploite nécessairement l'entreprise. On veut vraiment ici viser les personnes physiques. Puis, si on se concentre sur la loi sur le privé, là, bien que des obligations très similaires soient aussi imposées aux organismes publics, est-ce que tu peux nous dire à quel type d'entreprise cette loi va s'appliquer? Dans le fond, on vise toutes les entreprises. Peu importe qu'on soit une petite PME, une grande multinationale, cette loi-là va s'appliquer de la même façon à toutes les entreprises. Évidemment, probablement qu'une multinationale va avoir plus de renseignements personnels à gérer qu'une plus petite entreprise, mais sinon, les obligations sont les mêmes, peu importe l'entreprise. Donc, si je comprends, une entreprise qui ferait affaire uniquement avec d'autres entreprises puis qui n'aurait pas affaire avec des clients serait aussi visée par ce type de loi-là? Oui. Tout type d'entreprise est visé par la loi. Parfait. Puis, est-ce qu'un travailleur autonome, au même titre qu'une grande multinationale, serait aussi visé par la loi? Oui, c'est vrai. Travailleur autonome, dès qu'on exploite une entreprise, on sera visé par cette loi-là, sans distinction. Parfait, merci. Puis comme on l'a dit plus tôt, là, la loi entre en vigueur selon 3 vagues distinctes. Donc, il y a déjà une vague qui est passée depuis 2022. On va faire un petit retour sur les mesures qui devaient être en place ou qui devraient être en place actuellement. Commençons par le responsable de la protection des renseignements personnels.
Oui, oui. Dans le fond, dès le 22 septembre passé, donc de 2022, il fallait avoir un responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'entreprise. La loi prévoit d'ailleurs que si on ne fait rien, on en a déjà un. C'est la personne qui a la plus haute autorité dans l'entreprise qui porte le chapeau. Cette personne-là, donc, peut déléguer cette fonction-là à d'autres. Ça peut être quelqu'un à l'interne dans l'entreprise ou ça peut être aussi quelqu'un à l'externe. Cette délégation-là devrait être faite par écrit. Puis une fois qu'on a établi qui est cette personne-là responsable, on va l'obligation que les entreprises ont, c'est de mettre son titre et ses coordonnées sur le site web de l'entreprise. S'il n'y a pas de site web, bien, faut le rendre accessible d'une autre façon. Mais la plupart des gens ont maintenant un site web. Donc, sur le site web d'entreprise, vous devriez retrouver le titre et les coordonnées de cette personne. Donc, on comprend qu'il n'y a pas techniquement de formation particulière à avoir, mais est-ce que tu auras un conseil à donner aux entreprises qui souhaitent nommer quelqu'un de précis là, pour occuper cette fonction-là? Oui, effectivement. C'est sûr que différentes tailles d'entreprises vont avoir différents types de professionnels ou des gens qui vont avoir des contentieux. Bien évidemment, un avocat serait probablement une bonne personne pour occuper cette fonction-là. Quelqu'un qui a un intérêt pour tout ce qui touche les renseignements personnels, la vie privée. Donc, nécessairement, elle serait une bonne personne à choisir. Mais on veut souvent avoir, pour ceux qui n'ont pas de contentieux nécessairement, d'avoir quelqu'un qui est au fait de ce que l'entreprise collige comme renseignement personnel, d'avoir une vision d'ensemble ou d'avoir un poste stratégique où si on est une entreprise qui fait beaucoup affaire avec d'autres entreprises et non des consommateurs, bien, probablement que la partie la plus importante ou la plus risquée des renseignements personnels va être les employés. Donc, peut-être une personne au RH pourrait être une bonne personne. Quelqu'un aux finances qui va passer un peu tous les projets dans l'entreprise, peut-être aussi pourrait être une bonne personne. Donc, ça va varier en fonction du type de personnes qu'on a à l'interne dans l'entreprise. Parfait. Il y a une question, Nicolas, qui provient de l'audience, à savoir si on doit obligatoirement nommer la personne sur le site web ou uniquement le courriel où on peut rejoindre le responsable de la protection des renseignements. La loi parle du titre et des coordonnées pour le rejoindre. Donc, un courriel pourrait à la limite être suffisant. L'idée, toutes ces lois-là amènent une transparence plus grande pour les entreprises. Donc, si on veut démontrer le plus de transparence ou donner le plus de possibilités aux gens de bien rejoindre la personne, bien, je suggérerais d'avoir le titre de la personne, peut-être pas nécessairement son nom, mais avoir des coordonnées où facilement la personne va être rejoignable. D'avoir une boîte dédiée courriel, ça serait une bonne pratique. Si jamais la personne, on veut déléguer certaines de ces tâches-là à quelqu'un d'autre, elle peut avoir accès à cette boîte-là versus son courriel professionnel usuel, parce que souvent dans l'entreprise, cette personne-là va avoir plus qu'une tâche. Donc, à ce moment-là, d'avoir une boîte dédiée. Donc, ce serait une bonne façon de le faire. Puis, ou sur le site web, mettre ses coordonnées. Probablement qu'à nous joindre, ça serait une bonne place. Dans la politique de confidentialité, évidemment. Un autre grand morceau qui est à mettre en place depuis 2022 consiste en la gestion des instants de confidentialité. Peux-tu nous faire un petit topo sur le sujet, nous expliquer c'est quoi un instant de confidentialité, puis nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien? Oui, oui. Dans le fond, les incidents de confidentialité, c'est assez large, puis on en a à l'écran l'accès non autorisé. C'est des accès qui pourraient être externes, mais aussi à l'interne. Un employé qui a normalement pas le droit d'avoir accès à certains dossiers, il y a accès. Donc, ce serait un cas où on serait en présence d'un incident de confidentialité. Il faut savoir qu'à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas tout le monde qui doit avoir accès aux renseignements personnels. Seulement que les gens dont leur fonction requiert qu'ils utilisent ou qui aient accès à ces renseignements-là doivent l'avoir. Donc, il y a certains gens, certaines personnes à l'intérieur de l'entreprise qui ne devraient pas avoir accès à certains renseignements. Donc, s'il y a un accès qui est de l'interne, même si ça n'a pas été fait de l'externe, ce serait un cas d'un incident de confidentialité. Une utilisation non autorisée, donc on pourrait avoir recueilli des renseignements pour une fin particulière, puis on décide de l'utiliser finalement sans l'avoir demandé à la personne, par exemple, faire du marketing. On n'avait pas recueilli, quand on n'avait pas identifié, on allait utiliser ces coordonnées pour faire du marketing. Ça serait un exemple. De communication non autorisée, bien, ça arrive malheureusement assez souvent. On se trompe en envoyant un courriel. On met la mauvaise adresse, puis on envoie finalement un document qui avait des renseignements personnels à une personne qui n'était pas le destinataire voulu. Donc, ce serait un cas. Et un autre cas de la perte d'un renseignement, bien,
on a nos systèmes qui font défaut, nos serveurs sautent, on perd les données sur notre serveur et on avait oublié d'enclencher les backups, eh bien là, on aurait aussi un incident. Ce qui est important de comprendre avec tous ces incidents-là, c'est qu'on a des obligations qui viennent avec ça. La tenue, une de ces obligations-là, c'est la tenue d'un registre des incidents. Donc, vous devriez normalement déjà avoir, les entreprises, là, avoir mis un registre en place, peut-être qui est vide parce que vous n'avez pas eu d'incident de confidentialité, mais ça prend un registre et d'inscrire lorsqu'il y a des incidents au registre. Il y a un règlement qui prévoit qu'est-ce que le registre doit contenir. Donc, c'est important d'avoir un registre qui est conforme au cas où la Commission d'accès à l'information en ferait la demande. Le registre, les entrées du registre, on doit les conserver 5 ans. Donc, c'est important de garder ça oui, sur le système live, mais aussi à quelque part où si jamais on était atteint d'une cyberattaque puis on perdait ces données-là, on perdait le registre. Donc, ça serait une bonne pratique de garder ça, évidemment, hors ligne également. Puis au niveau de la réponse, qu'on doit accorder à un incident, répondre dans un temps diligent, est-ce que tu as des outils ou des trucs qui pourraient permettre à une entreprise d'être en mesure, face à un incident, de pouvoir répondre rapidement? Oui, c'est vrai parce que, dans le fond, une autre des obligations qui est d'aviser les personnes concernées puis la Commission d'accès à l'information dans le cas où il y a un risque de préjudice sérieux qui serait causé à la personne qui serait visée par l'incident de confidentialité, il faut les aviser avec diligence. Jamais il y a un tel risque. Donc, une façon de permettre d'y arriver, évidemment, il y a la formation des employés pour que les employés sachent qu'est-ce qu'un incident de confidentialité parce qu'ils ne savent pas comment aller le reporter à la personne à qui on veut que ce soit. Normalement, on va vouloir que ce soit adressé à notre responsable de la protection des renseignements personnels. L'entreprise peut se doter d'un plan d'incident de réponse. Donc, avec ce plan-là, on vient déterminer qui est en charge de peut-être contacter la cellule de crise, contacter les assureurs, etc., pour quand il arrive quelque chose comme ça, mais aussi d'aviser les personnes, d'aviser la commission. Donc, avec un plan écrit puis détaillé où il y a des pratiques qui se font un peu comme des alarmes de feu, on pratique dans l'entreprise qu'est-ce qui va se passer si un événement arrivait comme cela. On a un plan puis on est prêt à réagir en temps et lieu. Nicolas, tu as fait référence au risque de préjudice sérieux pour aviser la commission d'accès. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de quelque chose qui causerait un risque de préjudice sérieux? Dans le fond, la loi ne vient pas nécessairement à donner une liste exhaustive de ce qui va être un préjudice sérieux, donc ça prend le jugement, mais on va venir regarder un peu quels sont les renseignements qui font l'objet de. Donc, on va regarder la sensibilité des renseignements. On va regarder aussi la probabilité qu'ils soient utilisés à des fins préjudiciables. Donc, si on sait, lors de l'investigation, quand il est arrivé un événement, on a eu des experts qui sont venus dire, voici les renseignements qui ont été touchés, des renseignements d'employés, des numéros d'assurance sociale, permis de conduire, etc., des renseignements qui sont d'identité gouvernementale. Ça, c'est considéré comme étant des renseignements qui sont sensibles. Et on sait que ça a été exfiltré sur le dark web, par exemple, mais là, on augmente nos risques. Et évidemment, le nombre de personnes qui sont visées par le Sénat, à qui ça s'est rendu public ou juste à une personne. Donc, on va évaluer ça. Et en fonction de tout ce qu'on aura évalué, on déterminera si effectivement il y a un risque qu'il y a un préjudice qui soit subi par la personne. Finalement, une dernière obligation qui est entrée en vigueur en 2022 qu'on va aborder, l'utilisation de la biométrie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'utilisation de biométrie et nous dire vraiment à haut niveau qu'est-ce qu'une entreprise devrait faire pour pouvoir avoir recours à ce type de technologie? Premièrement, là, étant donné le temps qu'on a, alors je ne rentrerai pas très, très profond dans le détail de la biométrie, mais prenez pour acquis que si vous utilisez la biométrie pour faire de l'authentification de vos employés, clients, etc., il y a un gros warning. Il faut porter une attention particulière. Par exemple, les cartes de punch, si on utilise l'empreinte digitale pour que l'employé, quand il vient au travail, il est probablement pas une bonne idée d'utiliser ce type de moyen-là pour identifier vos employés. Donc, faites attention si vous utilisez de la biométrie. Il y a des avis à envoyer à la commission d'accès. Il y a aussi, si vous faites une banque, il faut obtenir de certaines autorisations. Donc, c'est important de se poser des questions avant d'utiliser de la biométrie.
Merci pour 2022. Je pense qu'un des points importants et une des raisons pour lesquelles la plupart des gens sont sur l'appel aujourd'hui, c'est parce que les sanctions entrent en vigueur à partir de demain. Donc, on vient de le dire, 22 septembre, c'est demain. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise n'a encore rien mis en place? Est-ce qu'elle doit s'inquiéter? Quelle est la première réaction? Bon, c'est certain qu'on ne fermera pas les portes de toutes les entreprises demain matin. Puis, à cet effet, on a eu la confirmation qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières qui sera faite par la Commission d'accès à l'information. Donc, nécessairement, on peut souffler un petit peu, mais juste un petit peu parce que ça fait quand même déjà 2 ans qu'on avait pour se préparer à demain. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui n'a rien commencé devrait s'y mettre puis démontrer qu'ils ont commencé à agir. Donc, la journée qui arriverait quelque chose, ben, au moins, on est capable de démontrer qu'on est en train de se conformer. Ça reste que, oui, les pénalités sont immenses, là, ou peuvent être immenses. Là, des sanctions administratives pécuniaires de 10 millions ou 2 de chiffre d'affaires mondial plus élevé, ou encore des sanctions les pénales, 25 millions ou 4 de chiffre d'affaires. Bon, ça peut faire peur, là, mais dans tout ça, il faut relativiser en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, les sanctions sont là pour, oui, forcer les entrepreneurs à se conformer, mais ils ne sont pas là pour non plus mettre en faillite les entreprises. Donc, il va y avoir, avant qu'il y ait des amendes données, ben, on va avoir évidemment des avis. Il y a aussi un guide qui a été publié par la Commission d'accès à l'information sur différents critères qui vont évaluer pour dire, ben, voici, s'il arrive un cas où il y a une très grande sensibilité des renseignements, puis on a fait preuve là, de négligence là, presque grossière dans la gestion de ça, ben, on va aller vers des sanctions plus grosses avec des minimums un peu plus élevés. Mais ça reste que l'intention, en tout cas de la Commission de l'accès à l'information dès le début, c'est d'aider les entrepreneurs à se conformer. Donc, ce n'est pas nécessairement de les punir tout de suite. Évidemment, si on ne fait rien puis on fait preuve de laxisme dans tout ça, il est certain qu'un jour, on risque d'avoir ces pénalités-là ou ces sanctions administratives. Puis, outre les sanctions, là, au niveau des différentes obligations dont on va traiter pendant les prochaines minutes, est-ce que tu peux nous indiquer, prochaine étape là, pour une entreprise qui veut se rendre conforme par rapport aux obligations de 2023, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Oui, ce que je conseille, c'est à tous mes clients, c'est ça qu'on fait. Bon, une fois qu'on a réglé les cas faciles de 2022, ben là, on passe à qu'est-ce que vous avez chez vous? C'est quoi vos traitements que vous faites avec des renseignements personnels? Vous colligez quoi? Donc, la meilleure façon, c'est de tout cartographier ça. Puis, la façon que je trouve qui est la meilleure, c'est d'avoir un registre des traitements des renseignements personnels. On monte un espèce de fichier Excel avec tout ce que l'on fait avec des renseignements personnels. Donc, de la collecte jusqu'à ce qu'on les supprime. On va répertorier ça, passe par la sécurité, à qui on a transféré ça, c'est hébergé où, dans quelle juridiction. Donc, c'est un registre qui est complet, qui permet vraiment à l'entreprise de savoir ce qui est fait avec les renseignements personnels qu'elle a en sa possession. Ce registre de traitement-là, on n'est pas allé chercher ça bien loin. Là. En Europe, c'est obligatoire. Le règlement général européen, lui, exige qu'on ait un registre de traitement. Donc, les entrepreneurs qui sont sujets au RGPD ont l'obligation de faire ce registre-là. Puis, ce n'est pas une mauvaise chose, là, loin de là, de le faire ici au Québec, même si ce n'est pas un document qui est explicitement requis. Ça permet de répondre facilement après pour préparer nos politiques, nos pratiques, pour répondre aux questions des personnes concernées, pour savoir qu'est-ce qui a été fait de ces renseignements. Avec ce registre-là, ça va être un outil très, très utile pour vous. Parfait. Merci. Au niveau du registre, est-ce que tu as un visuel ou une idée de ce à quoi ça peut ressembler, là, étant donné que ce n'est pas une obligation qui est imposée ici? Quel genre de conseils tu donnes? Dans le fond, on peut ne pas réinventer la roue et aller voir ce qu'il fait en Europe. Il y a des modèles qui sont disponibles pour les Européens sur des autorités de contrôle en Europe. Mais sinon, nous, ce qu'on utilise, c'est un fichier Excel. Puis on a des colonnes où tout simplement, on va dire quel type de renseignement, sur les renseignements financiers, etc. C'est quoi le renseignement précis? On va aller ajouter, voir est-ce qu'on a des consentements qui sont requis
pour obtenir cette collecte-là ou l'utilisation. Donc, on va vraiment cartographier au complet tout le cycle de vie du renseignement personnel dans un fichier Excel. Puis, je pense que c'est une forme qui est simple, mais on n'est pas astreint à le faire de cette manière-là. Donc, une fois ce type de fichier Excel-là complété par l'entreprise, normalement, on devrait pouvoir être en mesure de rédiger des politiques de confidentialité. Est-ce que tu peux nous indiquer un peu quel type d'informations on retrouve à ce genre de document? Ben, les politiques de confidentialité, c'est là où on veut aviser les gens de qu'est-ce qu'on fait avec leur renseignement personnel. Donc, on va vouloir les aviser, c'est quoi qu'on collige, c'est pourquoi, c'est quelle fin on va colliger ça, est-ce qu'on va transférer ça à des gens à l'externe de l'entreprise, est-ce qu'on va sécuriser ça d'une certaine façon. Donc, on va vraiment expliquer un peu ce qu'on va avoir mis dans notre registre. On va vouloir l'expliquer en mots aux personnes concernées, ce qu'on fait avec leur renseignement personnel. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que ce qui est dans le registre. Par exemple, pour la conservation, les délais de conservation ne sont pas exigés. Il y en a qui vont peut-être vouloir le mettre sur leur politique. Assurément qu'à l'interne, on va avoir cette manière-là de déterminer quand est-ce qu'on va supprimer certains types de renseignements. On va avoir un calendrier de conservation. Mais dans les politiques qu'on exige, ou en fait des informations qu'on exige de donner avant de colliger des renseignements personnels, c'est pas cette information qui est requise. Donc, c'est un peu ce type d'information qui va être dans nos politiques. Donc, comme tu l'as mentionné, il y a certaines informations qui sont conservées à l'interne, puis ce qui est disponible publiquement, c'est des informations par rapport à ces politiques-là qu'on a montées à l'interne. Oui, puis quand on dit publiquement, c'est qu'effectivement, là, l'enjeu maintenant, c'est que toutes nos politiques et les pratiques, on doit avoir des informations qui sont détaillées sur les sites web de l'entreprise. Donc, c'est ce qui cause un peu la panique chez plusieurs. J'ai rien encore sur mon site web, il faut que j'aille quelque chose. C'est effectivement facile de savoir si on s'est conformé ou pas. Si on a une page vide, on voit qu'il y a un défaut de l'entreprise. Mais le but de ça, c'est de montrer toute la transparence, qu'est-ce qu'on fait avec ces renseignements-là. Puis ça permet à tout le monde de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait avec nos renseignements personnels. Concernant d'autres nouvelles obligations qui vont entrer en vigueur à partir de demain, au niveau du recours à certaines technologies, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces nouvelles obligations-là? Oui, c'est important là, de recenser toutes les technologies, tous les fournisseurs de services qui nous offrent des logiciels SaaS ou des logiciels qu'on a implantés dans l'entreprise pour bien comprendre qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y a une utilisation de renseignements personnels par ces technologies-là? Parce que dès demain, on a plusieurs obligations. Je vais vous donner un exemple par rapport à tout ce qui est une application qui a des paramètres de confidentialité. Bien, il faut qu'à la base, ces paramètres-là soient au plus confidentiels. Donc, avant de pouvoir partager à l'externe des renseignements que l'application va colliger sur nous, bien, il va falloir qu'on ait activé ces paramètres-là pour graduellement donner des accès à d'autres personnes, mais à la base, il faut que tout soit fermé. Il y a des fonctionnalités qui doivent aussi, par défaut, être à off et qui ne sont pas nécessairement évidentes, mais par exemple, pour un site web, tout ce qui serait des cookies qui permettraient d'identifier, de localiser ou de faire un profilage sur quelqu'un, faut que, par défaut, ce soit off et qu'on vienne dire aux visiteurs comment activer ces fonctionnalités-là, donc ces cookies-là. L'identification, ça n'a pas besoin de dire « j'identifie Nicolas Saint-Sauveur », mais qu'on identifie la personne qui a ou l'appareil, mon iPad, quand je vais naviguer sur Internet, bien, si on est capable de me cibler, si on est capable après de me profiler avec ça, donc de faire du remarketing, c'est des exemples de cookies qu'on ne pourra plus utiliser. Les gens en marketing là, dans vos entreprises, ça va être un casse-tête pour eux de vouloir faire du remarketing parce que qui va aller activer le cookie de remarketing? Donc, il est fort à parier que vos habitudes vont changer un peu par rapport à la gestion des cookies. Donc, petit conseil peut-être pour demain, pour ceux qui ne sont pas déjà prêts à avoir fait ça, ben, ou d'avoir une politique qui s'adresse à ça, ben, de les mettre à off et de ne pas colliger de cookies. Ce serait une bonne façon déjà de se conformer. Donc, si on n'utilise pas ces cookies-là, ben, on n'a pas ces enjeux-là avec nos politiques.
Autre chose qui est à faire attention, c'est toutes les décisions qui sont prises de manière automatisée. Donc, soit par l'intelligence artificielle ou d'autres algorithmes d'un logiciel, il faut que nos politiques informent, dans le fond, avant que la décision soit prise, là, la personne qui a effectivement une décision qui est prise de façon automatisée. Donc, il n'y a pas d'humain derrière la réponse. Il n'y a pas personne qui est passé en arrière de la machine pour vérifier si la décision est correcte. Donc, permettre aussi à cette personne-là de contester la décision et de la faire réviser par un humain. Aurais-tu un exemple un petit peu plus concret d'une décision qui est fondée exclusivement sur le traitement automatique, juste pour que tout le monde comprenne? Oui. Une personne qui voudrait souscrire une assurance vie, par exemple. Bon, la personne va aller sur le site web, va remplir un questionnaire, va donner son âge, ses renseignements de santé, probablement. Puis, peut-être que l'algorithme va refuser de l'assurer ou tout simplement lui donner une surprime. Donc, s'il n'y a pas d'humain derrière ça, ce serait un cas où il faudrait le faire. En Europe, il y a ce genre de même obligation-là, mais il faut qu'il y ait un effet juridique qui s'applique. Ici, notre loi ne parle pas de ça. Donc, on pourrait penser que le remarketing, je suis en train de me magasiner des vélos, donc je reçois à un moment donné de la pub de vélos parce que je suis allé sur plein de sites de vélos, je me fais pousser de la pub. Bon, il y a une décision quelque part qui a été prise de m'envoyer une publicité de vélo et non une publicité d'auto. C'est une décision. Si on regarde le texte de la loi, ben oui, on pourrait prendre pour acquis que c'est une décision. Donc, peut-être que dans vos politiques de confidentialité, si vous faites du remarketing, vous allez peut-être vouloir préciser ces choses-là. Maintenant, à savoir comment corriger la décision et tout ça, pour ceux qui connaissent un peu comment marchent toutes les enchères de ça, bon, ça risque d'être compliqué. Mais la loi prévoit qu'il faut le mentionner puis permettre le droit de corriger la décision. Le consentement qui constitue un élément clé au niveau de la loi, puis qui est la base de plusieurs traitements de renseignements personnels d'individus par une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça prend pour avoir un consentement qui est valide? Oui. La loi, même avant les modifications de la loi 25, ça a toujours été une loi qui était basée sur le consentement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la base, c'est pour pouvoir colliger, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir divulguer des renseignements personnels, il faut qu'on ait un consentement de la personne concernée. Ou sinon, il y a des exceptions de la loi, mais à la base, ça prend un consentement. Donc, ce consentement-là, la loi vient dire qu'il faut que ce soit un consentement qui est manifeste, libre, éclairé, puis qui est demandé pour chacune des finalités. Donc, si je collige un renseignement pour traiter la paye, ben, je ne peux pas utiliser ce renseignement-là pour faire du marketing. Ce n'est pas pour cette fin-là que je l'ai colligé. Donc, le consentement doit être pour chacune des finalités. Il doit être libre. Là, ça, c'est un point qui est important à comprendre quand la plupart des entreprises qui ont peut-être juste des employés, qui n'ont pas des consommateurs, des renseignements de consommateurs, mais qui ont des employés. Un consentement libre, quand on est employé, c'est plus difficile à obtenir parce que l'employé, à tort ou à raison, peut croire que s'il ne donne pas ces informations-là, il va être congédié. Donc, c'est plus difficile d'obtenir des consentements libres d'employés. Donc, il faut faire attention de la façon qu'on obtient, puis de vraiment s'assurer qu'on a une raison légitime d'aller chercher ces renseignements-là auprès d'employés. Juste pour faire du pouce un peu sur la notion de consentement, comment une entreprise devrait gérer l'information qui est disponible publiquement? Par exemple, des adresses courriels qu'une personne met en ligne sur Facebook. Oui, effectivement. Des fois, il y a plusieurs de mes clients qui disent « Oui, mais c'est public. » Fait que c'est pas visé, là, dans le fond. C'est sur Facebook, là. On a sa date de naissance là, sur Facebook, fait que je peux faire ce que je veux avec. Il l'a rendu public, c'est plus confidentiel. Il faut faire attention. La loi ne vise pas juste la confidentialité, vise à qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là. Donc, le fait qu'on va chercher une date de naissance sur Facebook chez quelqu'un, probablement que la personne qui a mis la date de naissance sur Facebook, peut-être pour se faire souhaiter bonne fête, mais c'est probablement pas qu'on aille faire des recherches sur des dossiers criminels qu'elle pourrait avoir, etc. Donc, dans des bases de données, probablement que c'est pas ça qu'elle visait en publiant sa date de naissance sur Facebook. Donc, c'est pas parce que c'est public que la loi ne s'applique plus à ces informations-là. Ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas parlé au début sur les renseignements personnels. Il y en a qui pensent que parce que c'est des coordonnées d'affaires,
ce n'est pas des renseignements personnels. Mon adresse courriel, nicolas-saint-sauveur@bcf.ca, c'est des coordonnées, c'est des coordonnées d'affaires, mais c'est aussi des renseignements personnels. Donc, c'est visé par la loi. La différence, puis elle est quand même notable, c'est qu'il y a 2 grandes sections de la loi qui ne s'appliquent pas à ces renseignements-là. Donc, on peut souffler un peu les entreprises qui font du B2B, les enjeux d'obtenir des consentements sur ces renseignements-là ne sont pas là. On a toujours les obligations de respecter les droits des personnes concernées si on veut modifier leurs coordonnées. Ça existe toujours, mais pas besoin d'avoir nécessairement de consentement pour les colléger ou divulguer. Donc, il y a des portions de la loi qui ne s'appliquent pas à ce type de renseignement-là. Nicolas, on reçoit plusieurs questions en matière du consentement, à savoir s'il y a des exigences, il faut que le consentement soit verbal ou écrit. Et aussi, si, par exemple, un employé donne son consentement, il est valide pour combien de temps? Est-ce que ce consentement-là est valide pendant toute la durée de la relation d'emploi ou si il faut prévoir autre chose? Bon, le consentement, il n'y a pas de manière fixe pour l'obtenir. Après, il y a toujours les questions de preuve et tout ça, là, mais on pourrait avoir un consentement qui est verbal. Ça serait adéquat. Ce qui est important, par contre, c'est de distinguer le type de renseignement personnel qu'on va utiliser. Si on est en présence d'un renseignement sensible, on va vouloir vraiment un consentement qui est exprès. Donc, on ne pourra pas juste un consentement tacite qu'on va référer, ah oui, j'ai mis sur ma politique, je dis qu'on fait ça, qu'on fait tel traitement avec ces renseignements-là. Je l'ai avisé, donc ma politique est sur le web. Donc, s'il y a quelque chose qu'il ne veut pas, il y aura juste à retirer son consentement. On va nous envoyer un avis pour dire non, je ne veux pas que tu traites ce renseignement de cette manière-là. Quand on est en présence d'un renseignement sensible, il faut que ce soit exprès. Donc, probablement que dans ces circonstances-là, on voudrait avoir une petite case à cocher ou une signature comme quoi il accepte qu'on utilise ces renseignements personnels pour cette finalité-là qu'on aurait identifiée. Mais ce n'est pas obligé d'être signé. Des fois, on va juste le fait, on demande à l'employé de nous fournir son numéro d'assurance sociale. Ben, du moment où il le fournit, on n'est pas allé chercher ailleurs, là. Donc, il nous l'a donné. Donc, à quelque part, il a consenti à. C'est important qu'à quelque part, ils comprennent la finalité pour laquelle on l'a colligé. Donc, d'où l'importance d'avoir des politiques de confidentialité qui sont claires à cet effet-là, qui vont s'adresser directement aux employés. Tu parlais déjà d'exceptions pour les coordonnées d'affaires, mais on sait qu'il y a d'autres exceptions aussi prévues par la loi, exceptions au consentement. L'une d'elles serait l'impartition des renseignements personnels vers des fournisseurs de services sous-traitants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quel type de mesures une entreprise doit mettre en place si elle veut impartir le traitement de renseignements personnels à l'externe? Oui. On a choisi effectivement de vous parler de cette exception-là parce que c'est une qui rentre en jeu le plus souvent. On essaie souvent de limiter le nombre de consentements qu'on veut obtenir de soit de nos clients ou de nos employés, parce que c'est quand même de la gestion. Et l'idée d'utiliser, dans le fond, l'exception pour tout ce qui est la sous-traitance dans notre entreprise, il y a toujours une panoplie de fonctions qu'on va sous-traiter à l'externe et qui va utiliser des renseignements personnels. Donc, pour le faire, soit on a le consentement des personnes, mais si on n'a pas le consentement, bien, la loi vient prévoir une façon d'agir pour ne pas avoir à requérir le consentement. Premièrement, il faut quand même s'assurer que notre fournisseur est conforme à la loi parce que notre fournisseur, bien, on est responsable de ce qu'il va faire avec les renseignements personnels. Donc, première étape, je pense qu'il faut s'assurer qu'on a des fournisseurs de confiance. On va aller s'assurer qu'ils ont effectivement mis en place leur politique sur le web, qu'ils ont les responsables de la protection des renseignements personnels qui sont nommés. On va peut-être même enquêter pour savoir quels sont les types de mesures de sécurité qu'ils vont avoir au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est s'assurer de la conformité, si on veut, du fournisseur. Mais une fois qu'on dit, OK, on a ce fournisseur-là, il est fiable, on veut s'assurer d'avoir un contrat qui est écrit, qui va venir gérer tout l'aspect du traitement des renseignements personnels. Puis la loi prévoit certaines choses que ce contrat-là doit prévoir. Donc, c'est important d'avoir un contrat qui va venir couvrir, par exemple, on veut s'assurer qu'à la fin du contrat,
le fournisseur efface ou retourne tous les renseignements personnels. Il peut juste les utiliser pour les fins pour lesquelles on lui a transmis ces renseignements-là. On va vouloir prévoir, il faut prévoir c'est quoi les mesures de sécurité qui sont applicables. Donc, le contrat devra le préciser. On devra aussi préciser qu'il faut qu'il nous avise quand il arrive un incident de confidentialité. Parce que l'incident arrive chez le fournisseur, il faut aussi que nous, on soit capable d'aviser après les personnes concernées, parce que c'est un traitement qui est un peu sous notre responsabilité. On est responsable, je le dis encore, de nos fournisseurs. Donc, s'il y a une tentative d'incident de confidentialité ou un incident, il faut que ça remonte à nous. Donc, le contrat va prévoir ce type d'éléments-là. Il y a aussi une étude, puis on verra plus loin l'évaluation des facteurs de risque relatifs aux privés. Si jamais on établit qu'il y a un risque par rapport à ça et que le fournisseur doit mettre en place certaines mesures particulières, on va vouloir le prévoir dans ce type de contrat-là. Ça, c'est tout un art de négocier ces contrats-là, puis on aura plus tard là, en novembre des ateliers sur ça. Donc, restez à l'affût par rapport à ce type de contrat-là. Je ne rentrerai pas plus dans le détail ici aujourd'hui là-dessus. On nous pose quelques questions là, au niveau des fournisseurs, à savoir si ça doit s'appliquer à tous les types des fournisseurs d'une entreprise. Et ici également, l'exigence du contrat écrit, on fait quoi lorsque une entreprise comme client adhère simplement là, aux terms and conditions de son fournisseur de services? Oui, effectivement. Pour les terms and conditions, on parle des géants de ce monde qu'on ne peut pas nécessairement modifier leur contrat, mais souvent, avec les obligations qui sont venues du RGPD en Europe, il est devenu une pratique courante que les grands fournisseurs aient ce type d'entente-là, ne couvront pas nécessairement tout au complet ce qui est prévu la loi québécoise, mais ils ont ce type d'entente-là. Donc, c'est de s'assurer d'aller ils vont cliquer, adhérer à leurs ententes à ce niveau-là. Mais ça s'applique à tous les fournisseurs qui vont traiter des renseignements personnels. Donc, si on a un fournisseur qui n'aura jamais accès à nos renseignements personnels, ça ne s'appliquera pas à lui. Mais dès qu'il peut y avoir un accès, même si c'est des accès qui sont chiffrés, donc des renseignements personnels qui ont été encryptés, là, ça reste des renseignements personnels. Donc, il faut avoir ce type de contrat-là avec ce type de fournisseur-là. Juste pour amener le petit coup de pub là, que tu as fait tantôt, c'est vraiment un gros morceau de la loi. Là, on le sait, ce type de contrat-là. Donc, c'est justement un des sujets qu'on va creuser dans un de nos ateliers en novembre. Ouais. Concernant les droits des personnes concernées, les personnes concernées possédaient déjà des droits avant la prochaine vague qui entre en vigueur demain. Mais est-ce qu'on peut avoir un survol des anciens droits puis des nouveaux droits que la loi vient apporter? Oui. On avait déjà les droits d'accès et de rectification sous l'ancienne loi. Puis, il y avait à un certain point, on a toujours été limité, comme entreprise, de colliger des renseignements personnels jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Une fois que la finalité pour laquelle on l'a colligé n'est plus, on doit l'effacer. Donc, à quelque part, ce n'est pas un droit clair comme en Europe, de droit à l'effacement, là, mais on a quand même, puis même en vertu du Code civil, quand même un droit à dire, à un moment donné, ces données-là, il faut qu'elles soient effacées. Donc, on pourrait le qualifier quand même de ce droit-là, mais c'est pas la loi ne le dit pas comme ça, là. Donc, ce qui est vraiment prévu par la loi présentement, c'est l'accès à l'information, donc de donner accès à ce qu'on a sur la personne, le droit de rectifier, donc de corriger si jamais il y a quelque chose qu'on a mal vu ou c'est une mise à jour de ces renseignements. Donc, la personne peut avoir ce droit-là. D'obtenir l'information sur ce qui est fait de ces renseignements. Donc, la personne, maintenant, peut nous demander, OK, vous avez colligé quel type exactement? Vous avez fait quoi avec? Vous l'avez transféré à qui, etc. Donc, de se faire informer sur ce qu'on a fait avec ces renseignements personnels, d'où l'importance, tout à l'heure, quand je disais le registre des traitements, une fois qu'on l'a établi, on sait qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là. Donc, être capable de suivre un peu ce qui a été fait avec le renseignement personnel. Donc, ça va être une façon d'aider les personnes concernées à savoir qu'est-ce qu'on a fait avec ces renseignements-là. Je vois le temps qui avance. Il nous reste quelques minutes avant la période de questions. Dernière obligation de 2023 qu'on va traiter sur le webinaire aujourd'hui, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qu'une EVP?
Puis, dans quel contexte est-ce qu'une entreprise devrait conduire ce type d'analyse? Bon, c'est une analyse de risque. Essentiellement, on va faire une analyse de risque. La loi, dans le fond, demande à chaque fois qu'on va avoir une refonte ou l'établissement de nouveaux processus internes, soit un système CRM ou n'importe quelle autre technologie ou fonctionnalité qu'on va utiliser à l'interne à l'entreprise qui va avoir, d'une façon ou d'une autre, une interaction avec des renseignements personnels. Donc, à partir de 2022, de demain, dans le fond, il faut conduire ces évaluations-là pour vérifier si ce qu'on va faire avec ces renseignements-là, avec cette soit nouvelle technologie ou un service d'un tiers, un logiciel SaaS, par exemple, comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est sécuritaire pour la personne concernée de mettre ses renseignements personnels? Donc, on va regarder à chaque étape, est-ce que, j'ai des risques? Comment je ferais pour les diminuer, ces risques-là? Est-ce que je pourrais dépersonnaliser les renseignements, par exemple, au lieu qu'on ait Nicolas Saint-Sauveur avec mon numéro d'assurance sociale, on peut-tu mettre un autre numéro que Nicolas Saint-Sauveur pour essayer de distinguer ça, de mettre ça dans une autre base de données, etc. Juste traiter l'information qui est vraiment requise, essayer d'épurer le plus possible pour diminuer les risques si jamais il y a une faille dans le système qu'il y a un préjudice qui nous soit causé. Donc, on va faire vraiment cette analyse de risque-là. Ça va être étudié par le responsable de la protection des renseignements personnels, qui va venir un peu mettre son stamp sur ça, va dire, ben oui, on a tout ça regardé, on a documenté ça, puis on peut utiliser cette nouvelle fonctionnalité ou tout simplement le nouveau système qu'on va remettre en place. À cet effet, lorsque l'évaluation est faite, est-ce que c'est seulement le processus réflectif que la responsable de la protection des renseignements personnels fait ou il faut documenter, avoir une trace écrite de toutes ces évaluations-là? Ben, la commission d'accès va vouloir vérifier si on l'a fait. Si jamais il arrive une problématique avec notre système qu'on a mis en place, donc il faut le documenter. Donc, il faut qu'on ait une façon de documenter ça. Ce qu'on va privilégier, c'est d'avoir une espèce de canevas parce que on le fera peut-être pas la loi dit qu'il faut le faire pour chaque, mais il va y avoir des traitements qui vont se ressembler. Donc, on va essayer d'avoir un canevas développé pour l'entreprise en particulier qui va pouvoir vérifier puis commenter, voir quelles sont les mesures qu'ils ont mis en place pour sécuriser de façon un peu plus renforcée si on décelait qu'il y avait des risques. Donc, de tout documenter ça par écrit, c'est la façon de faire pour se conformer dans le fond à la loi. Puis, si je peux ramener un dernier petit coup de pub, au même titre que les ententes avec les tiers fournisseurs, là, les EVP, étant donné que c'est aussi un très gros morceau qui vient apporter beaucoup de changements, on va faire aussi un atelier là, par rapport à ce sujet-là en novembre. Un petit point que j'oubliais de mentionner aussi, le EVP va s'appliquer aussi dans les transferts hors Québec. Donc, il y a des fois des processus qu'on va vouloir quasiment faire deux ou un complet qui va viser aussi les transferts hors Québec. Donc, dès qu'on transfère des renseignements personnels à l'extérieur du Québec, il faut se poser la question, c'est correct de faire. Puis, il y a le système juridique du territoire en question qu'il faut analyser pour se demander est-ce que c'est conforme aux pratiques généralement reconnues en matière de protection des renseignements personnels. Donc, si on transfère au Canada, pas vraiment d'enjeu du côté du territoire de la loi. En Europe, même chose. Si on transfère, par contre, aux États-Unis, il faut se poser d'autres questions parce qu'on sait que le gouvernement américain a des pouvoirs d'aller chercher des renseignements personnels sans que la personne le sache. Donc, c'est des éléments à regarder quand on va transférer aux États-Unis. On ne s'empêchera pas de faire affaire aux États-Unis, là, mais faut garder ça en tête. Puis évidemment, d'autres juridictions où il y a encore moins de droits sur les droits de la personne, peut-être qu'on va éviter de faire affaire avec des fournisseurs qui vont héberger les données dans ces juridictions-là. Une question qu'on a au niveau des transferts, est-ce que si la personne concernée a donné son consentement, il faut tout de même faire une évaluation des facteurs relatifs? Il faut faire la loi, il n'y a pas d'exonération, dans le fond. Il faut faire l'évaluation. Certainement qu'avec le consentement, déjà, on est en bonne posture, on avise bien, on est transparent avec ce que l'on fait, mais il faut quand même passer par l'évaluation.
Puis peut-être un petit dernier 30 secondes là, par rapport à la troisième vague d'entrée en vigueur d'obligation 2024. Principalement, c'est le droit à la portabilité. Est-ce que tu peux nous dire Oui. 30 secondes d'information par rapport à ça? Oui, le droit de portabilité, dans le fond, c'est le droit d'obtenir nos informations. On a déjà le droit, par ailleurs, d'obtenir des informations, mais là, on va avoir le droit d'obtenir sur un format technologique structuré, comment utiliser, puis on va aussi avoir le droit d'exiger que ces données-là soient transférées à une tierce partie. Ça pourrait être le compétiteur, par exemple. Mais ça demeure juste sur certains types de renseignements personnels, donc qui ont été colligés électroniquement, puis ce n'est pas sur les données qui sont inférées de ces renseignements-là. Donc, si on a un algorithme quelconque qui, avec ces données-là, crée quelque chose d'autre, on n'a pas à fournir ce qui aurait été inféré de ces renseignements-là. Bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas et Élise, d'avoir pris le temps d'animer le webinaire. On comprend là, qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On vous rappelle, ça se voulait une présentation assez sommaire des obligations de la loi 25. C'est sûr qu'on va prendre le temps, si on peut, à répondre à vos questions, mais on va faire différents ateliers au courant du mois de novembre sur, comme le dit Élise, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, les contrats, les incidents de confidentialité et autres. Et sinon, on fera une présentation similaire à celle-ci en anglais le 12 octobre prochain. Donc, j'ai reçu énormément de questions. Une qui revenait souvent, c'est si la présentation allait être partagée. On va vous envoyer un aide-mémoire qu'on a préparé à cet effet-là avec les informations pour être en mesure de réécouter le webinaire. Puis, pour les différentes questions, je vais y aller dans l'ordre que je les ai reçues. Donc, ça suit un peu les différentes thématiques. On se posait si la loi s'appliquait aux organismes sans but lucratif. En fait, la loi, là, il faut comprendre que ce qu'on parlait aujourd'hui, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui a été modifiée par la loi 25. La loi 25 va aussi modifier, mettons, comme la loi sur l'accès à l'information qui va couvrir les organismes publics. Mais pour ce qui est des organismes sans but lucratif, un organisme sans but lucratif peut exploiter une entreprise. Il y en a qui ne vont pas l'exploiter. Donc, si l'organisme n'exploite pas d'entreprise, ne sera pas assujetti à ces obligations-là. Il reste des obligations du Code civil, de manière générale, qui vont quand même s'appliquer, mais ne s'appliqueront pas cette loi-là si on n'exploite pas l'entreprise. Donc, vraiment, le critère, c'est est-ce qu'on opère une entreprise? Merci. Au niveau de la personne responsable de la protection des renseignements personnels, on se demande si ça peut être plusieurs personnes, si le chapeau de personne responsable peut être oui. non pas à une seule, à plusieurs, puis comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre? Le chapeau pourrait être divisé ou tout simplement d'avoir une personne qui se fait aider de plusieurs. La personne n'a pas elle peut solliciter de l'aide de qui elle veut. Elle est juste la personne qui est en charge de s'assurer que l'entreprise respecte la loi puis met en place les procédures à l'interne pour s'assurer qu'on va y parvenir. Mais on pourrait peut-être avoir une personne, un chapeau, qui va gérer tous les aspects des incidents. Ça pourrait être l'autre, la mise en place pour quelqu'un qui va s'occuper des EFVP, par exemple. On pourrait séparer. Donc, tout dépendant de la taille de l'organisation, peut-être que là, ça devient évident qu'il faut le séparer. Mais pour des PME qui sont de plus petite taille, probablement que ça va être plutôt rare. On va avoir une personne qui a un chapeau puis qui va se faire aider par d'autres. Je pense que dans ta question, Gabriel, il y avait aussi le moyen là, pour, si jamais c'est une personne mais qui se fait aider, on s'entend qu'il n'y a pas de délégation, mais sinon, pour une délégation, les seuls requis, là, c'est qu'elle doit être écrite. Là. Il n'y a pas de forme particulière à accorder. Exact. Super. Au niveau des incidents de confidentialité, on se demande quel était le délai raisonnable qui est mentionné dans la loi pour aviser la commission lorsqu'il y a un risque de prise de sérieux. C'est avec diligence. Donc, il n'y a pas de délai qui est là, mais clairement, je dirais que on a essayé de copier notre loi sur l'Europe, puis l'Europe a été précurseur dans toutes ces avenues de nouvelles obligations-là, puis de renforcer les lois et tout ça. Donc, on a tendance à regarder un peu ce que le côté européen fait. Puis, à titre d'information, là, dans le règlement européen, on parle plus tard sur 72 heures, souvent dans
dans la logique, là, on ne voudra pas dépasser ce laps de temps-là. Mais évidemment, c'est du moment de la connaissance parce que vous pourriez vous faire infecter. Ça fait 6 mois que vous êtes infecté, vous ne savez pas. Puis les pirates sont dans le système et attendent juste le bon moment pour tout fermer. C'est du moment où on en prend connaissance. Donc, une fois qu'on en pris connaissance, bien là, il faut être rapide, puis d'où le plan des incidents, qui est le plan de réponse, qui est important pour vite savoir qui appeler pour vérifier est-ce qu'il y a des renseignements personnels qui ont été touchés. Si oui, OK, là, c'était quoi? Est-ce qu'il faut aviser? Donc, d'avoir une cellule de crise qui s'active rapidement, c'est ce qui est important pour démontrer qu'on a agi avec diligence. Si on a ça mis en place, bien, ça va être facile de prouver qu'on a été diligent là-dessus. Tout dépendant de la taille, de l'incident, etc., ça peut prendre plus de temps. Donc, on n'a pas de règle du pouce comme tel nécessairement indiquée par la loi. Là. Au niveau là, des réparations qui pourraient s'en suivre suite à un incident de confidentialité, on nous demande est-ce que la commission donne des sanctions si une entreprise subit un incident de confidentialité ou si la personne concernée, donc par exemple, si mes renseignements personnels ont fait l'objet d'un incident, si moi j'ai un droit de recours contre cette entreprise-là. Oui, en fait, il y a un droit qui est nouveau, un droit de la personne concernée, un droit d'action privée, là, donc on a le droit de poursuivre donc s'il y a un événement. Faut se rendre compte, puis pour ce qui est de la commission, il faut se rendre compte que même si on fait tout parfait, là, on a tout mis en place ce qu'il fallait, là, on est super sécure, on a tout bien mis monopolitique, etc. et tout ça, tout est en place, ça ne protège pas à 100%. Là. Il pourrait y avoir un incident qui survient. C'est un peu comme si on se faisait demander d'aller reconduire la voisine, l'enfant de la voisine à l'école. Ben, on y met la ceinture, on met son petit banc d'appoint, on fait nos stops, puis on ne dépasse pas la limite de la vitesse, mais on ne va jamais garantir qu'on n'aura pas d'accident. Si on se fait rentrer dedans, ben, je ne suis pas en infraction du code de la sécurité routière, donc je ne me ferai pas donner d'amende pour ça. Donc, c'est un peu le parallèle boiteux un peu, là, mais vous comprenez, c'est l'idée derrière. Là. Puis, tu as parlé tantôt du plan d'incident de confidentialité. Il y a des gens qui se demandent, ça serait quoi, par exemple, les mesures à prendre? Est-ce qu'on parle au niveau des délais? À l'interne, qu'est-ce qu'il faudrait faire si il y a un incident de confidentialité? Ben, rapidement, là, faut vite savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il faut que le responsable soit mis au courant. Donc, c'est important qu'il y a la ligne directe de conduit, dans le fond, de l'incident qui a découvert l'incident, remonte ça à la bonne personne, déclenche, oui ou non, la cellule de crise, puis après, contacte. Dans le fond, si on est loqué, ben, on a-tu un expert qui va venir nous aider à reprendre le contrôle de nos affaires, savoir qu'est-ce qui a été exfiltré. Donc, si on est en présence de renseignements personnels, on va prendre des décisions. Est-ce qu'il faut aviser ou pas? Donc, c'est une série de... Puis, ça peut être assez long, là, fait que je ne prendrai pas plus de temps là-dessus, mais en fonction de tel ou tel événement, ben, il va y avoir des décisions à prendre. Puis le plan va venir aider à prendre ces décisions-là, à contacter l'assureur. Donc, toutes ces choses-là, de le faire rapidement, puis de préparer déjà des communications externes, d'avoir déjà un plan de com', puis les fournisseurs de services qui vont nous aider à réagir, d'avoir déjà ces contacts-là, donc d'avoir déjà pré-mâché s'il arrive quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec les renseignements personnels que l'entreprise détenait avant et est-ce qu'il faut qu'ils redemandent le consentement? Qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, sur le passé? Les renseignements personnels qu'on avait avant, par exemple, toutes les adresses courriels que l'entreprise a et qui storent dans leur dossier, dans leur serveur, qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Bon, il faut se poser plein de questions à savoir, ben, la loi avant était au même effet que si on a terminé, dans le fond, les finalités pour lesquelles on a colligé, donc on n'a plus besoin du renseignement, donc il ne nous sert plus présentement, là, ce renseignement-là, ben, la loi dit qu'il faut le détruire. À moins qu'il y ait des exceptions qui soient prévues par d'autres lois, par exemple pour des renseignements d'employés. J'ai un employé qui a quitté, mais j'ai l'obligation fiscale de garder certaines informations de nature financière pendant 7 ans. Ben, je vais garder ces renseignements-là. Est-ce que ce serait normal que je garde, c'est qui le contact?
en cas d'urgence. Il n'est plus à mon emploi. Donc, c'est clair que cette personne-là, les contacts de cette personne-là, sa conjointe, son conjoint, il ne faut plus l'avoir dans nos dossiers. Donc, on va supprimer ce type de renseignement-là. Son dossier d'employé et ses évaluations, etc. Si on l'a mis à la porte, peut-être qu'il y a un recours possible dans réintégration. Donc, peut-être qu'on va vouloir garder ce dossier-là pour, en cas de litige, démontrer qu'on l'avait mis à la porte pour un motif qui était sérieux. Mais s'il a démissionné et qu'on considère qu'il n'y a plus de chance qu'il nous réclame quoi que ce soit, peut-être on va se donner un délai, 3 ans, vous allez le déterminer, la prescription, dans le fond, pour dire on va supprimer le reste de ce dossier-là. Donc, ça va dépendre des informations. Donc, pour tous les anciens employés, puis toutes les anciennes données, c'est le même principe qui est là. Probablement que c'est juste que là, c'est plus facile à dire que j'ai plus de risque. Là. Ça fait 20 ans qu'il n'est plus chez nous. On va le détruire. T'sais. Donc, c'est probablement le réflexe que les gens vont avoir, c'est de faire le gros ménage de ça. Est-ce qu'il y a un risque que j'en ai besoin de ces informations-là? Probablement que la réponse est non. Donc, ça sera de les détruire. Juste pour faire du pouce aussi sur ta réponse, Nicolas, puis en référence à ce qu'on se fait souvent dire là, par les clients, indéfiniment, une conservation indéfinie, ça ne devrait pas avoir lieu. Il y a tout le temps, une entreprise n'aura pas le choix d'avoir un délai, pas nécessairement défini en chiffres clairs, mais au moins une règle qu'elle peut appliquer, puis démontrer que qu'elle ne pense pas conserver ces renseignements-là ad vitam aeternam. Oui, exact. C'est sûr que la commission d'accès à l'information, quand elle va regarder le registre, puis il y a marqué on garde ça pour toujours, là, c'est sûr qu'elle n'aimera pas ça. Et pour toujours, là, dans ce domaine-ci, là, c'est à éviter. Donc, il faut trouver la façon de dire, voici, nous, on s'est fixé ça comme règle. La règle, il faut qu'elle ait une rationnelle derrière, mais la loi prévoit, la loi sur la protection des renseignements personnels, là, dans le secteur privé, elle ne dit pas c'est quoi le délai. Donc, il faut trouver c'est quoi ce délai-là. Puis, c'est en discutant avec les gens à l'interne de pourquoi on en a besoin, pourquoi on devrait le garder. Puis, on va déterminer c'est quoi les risques de le garder versus de ne pas le garder. Vous allez fixer vos délais en fonction de ça. Ça se fait à l'inverse, en fait. Il faut être capable de justifier pourquoi on le conserve plutôt que de justifier pourquoi on le détruirait. Oui. Merci pour ce recap sur le sujet. Ça répond à plusieurs questions qu'il y avait de la part de l'audience. Une qu'on a, c'est sur les décisions automatisées. Est-ce qu'il faut qu'elles soient désactivées par défaut, donc off de base, ou est-ce qu'il faut simplement avertir la personne qu'on va utiliser ses renseignements personnels afin de faire une décision automatique? Oui, exact. Il faut l'aviser. Donc, avant que la décision, dans le fond, soit rendue, il va falloir l'avoir avisé qu'on utilise ce type de mécanisme-là automatique pour prendre une décision, puis de ses droits de pouvoir faire réviser la décision. Mais ça n'a pas besoin d'être par défaut. On a beaucoup de questions sur les renseignements qui doivent être publiés publiquement. Par exemple, la loi nous oblige à ce que certaines informations soient publiées sur le site web ou, par exemple, les livres corporatifs, les renseignements sur les administrateurs, les actionnaires. Est-ce que, dans ce cas-ci, on doit se fier à la loi précise, par exemple la loi sur la publicité légale, ou on se base à l'interne? Dans le fond, c'est sûr que dès qu'on a une loi qui nous demande de détenir des informations ou de publier certaines choses, on va se conformer à cette loi-là. Législativement, on a cette permission-là de le faire. Mais sinon, si on n'a pas une loi qui nous dit qu'on peut divulguer ces choses-là, le principe de base, c'est le consentement. Donc, avant de pouvoir publier quelque chose de public, il faut que notre personne concernée nous ait donné cette autorisation-là. À moins qu'on ait une disposition de la loi qui nous permet de le faire autrement. Oui, je suis juste en train de parcourir la liste. Il y en a beaucoup qu'on a déjà répondu. Je ne sais pas avec le temps, Gabriel, comment on fonctionnait. Là, il est rendu 13 heures. Peut-être une dernière question, puis Puis les autres, on reste disponible. Là, nos coordonnées sont à l'écran de toute façon. Là, fait qu'hésitez pas à nous contacter. Au niveau, quand on parlait de conservation des renseignements personnels et des destructions, donc est-ce qu'il faut le mentionner déjà d'avance si on va détruire les renseignements personnels, par exemple, après un délai que l'entreprise a jugé 7 ans? On n'a pas besoin de le divulguer d'avance. Il faut par contre le savoir. Donc, il faut être prêt à répondre à la question. Ça, ici, je parle évidemment pour les entreprises privées. Pour les organismes publics, eux, le calendrier de conservation doit être publié. Donc, ils ont des obligations un petit peu plus importantes. Mais pour les entreprises,
non, il n'y a pas cette obligation-là de le mettre, de publier sur le site web, par exemple. Mais il faut l'avoir, il faut le savoir. Écoutez, on a reçu énormément de questions, beaucoup qui étaient très précises, très pointues, qui s'appliquaient vraiment à votre business précisément. Donc, on n'a pas le temps de répondre à tout, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, on vous rappelle encore qu'on fera d'autres activités au mois de novembre pour pouvoir répondre à d'autres questions que vous aurez sûrement. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Puis, là, on va vous envoyer l'aide-mémoire qu'on a préparée là, dans les jours qui vont suivre. Merci à tous. Merci beaucoup.